Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Python Type Checking, que l'on pourrait traduire par la vérification de type. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce que veut dire un langage dynamique fortement typé. Vous apprendrez également à typer statiquement des variables, des paramètres de fonctions, ainsi que la valeur de retour des fonctions à l'aide des annotations et des type hints. Nous verrons également comment utiliser un vérificateur de type de manière statique, en l'occurrence l'outil MyPy. Et enfin, nous verrons les avantages et les inconvénients du type checking. Pour bien appréhender cette vidéo, je vous conseille quand même d'avoir un minimum de connaissances en Python, c'est-à-dire savoir utiliser un éditeur de code et exécuter un script Python, comprendre les variables, leur déclaration, l'affectation et le typage des variables, de savoir définir une fonction avec des arguments et valeurs de retour, etc. Et puis, éventuellement d'avoir des bases en programmation orientée objet. Voilà, ça me paraît le minimum pour bien comprendre ce qui va suivre, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Pour bien comprendre le typage en Python, il faut se rappeler que Python est un langage dynamique et fortement typé. Alors, deux termes sont importants ici, c'est dynamique et fortement typé. Fortement typé, contrairement à faiblement typé, veut dire, pour simplifier, qu'on ne peut pas mélanger les types. Par exemple, en JavaScript, qui est un langage dynamique faiblement typé, on peut mélanger les types, et l'interpréteur va convertir si possible les éléments le nécessitant, en fonction de règles bien précises. Donc, par exemple, dans le code JavaScript suivant, ici j'ai un petit script JavaScript, et on va faire le test tout simplement. Donc on définit une variable, test, auquel on va affecter l'expression 1 plus 1. Donc 1, ici on a un numérique, et on lui affecte une chaîne de caractères 1. Et on va voir comment JavaScript va réagir. Donc si on exécute ce code avec Node.js, qui est un runtime permettant d'exécuter JavaScript en dehors du navigateur, donc je tape Node et le nom de mon fichier, dans la console, on voit ici que en fait ça ne pose pas de problème à JavaScript et qu'il est capable de faire la conversion de manière automatique. C'est pour ça qu'on dit que ce langage est faiblement typé. C'est que de manière implicite, il va déterminer lui-même, en fonction de règles, lorsqu'on, par exemple ici, on essaye d'ajouter un numérique avec une chaîne de caractères, on va faire une concaténation, et que le résultat va être de type string, ici, et du coup, il a converti le 1 en chaîne de caractères. Donc, le résultat final, ça nous donne bien 11. Si maintenant on essaie de faire la même chose en Python, qu'est-ce qui va se passer? Python est donc fortement typé. Donc on va faire test égale 1 plus la chaîne de caractères 1. Et on va essayer de le print. J'enregistre et j'exécute. Donc ici je suis sous PyCharm, la version communauté, mais vous pouvez, si vous voulez tester, vous pouvez le faire également sur Visual Studio. Donc pour exécuter sous PyCharm, je vais tout simplement cliquer sur la petite flèche Run ou le raccourci Maj F10. Donc ça va exécuter dans la console. Et ici, je vois que j'ai du rouge, j'ai une erreur qui a été levée, une exception qui a été levée de type type error. Et Python me dit clairement, pour l'opérande plus, je ne peux pas gérer un entier et un str. Voilà, le string, ça n'est pas possible. Donc il va falloir ici être explicite, et dans un cas comme ça, en fonction de si on voulait faire une concaténation, on devrait préciser à Python ce qu'on veut faire, et donc ici convertir par exemple la valeur numérique en chaîne de caractères pour que cela puisse fonctionner. Donc si je réexécute, là effectivement ça marche. C'est pour ça qu'on dit que Python est donc un langage fortement typé. Maintenant, la
première partie est un langage dynamique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type sera déterminé en fait à l'exécution du programme, contrairement au langage statique où le typage sera déterminé à l'étape de compilation. Donc par exemple, comme langage statique on a le C, le C++, le Java ou le C#. Dans ces langages, on va avoir une étape de compilation, et c'est à cette étape de la compilation que le type des variables sera déterminé. Et donc, si ici on a un problème d'affectation de variables, de choses pas compatibles, le compilateur ne va pas aboutir et va révéler les erreurs. Donc, en exemple de langage dynamique, on a Python, JavaScript ou encore PHP par exemple. Alors si on fait un test un peu pour illustrer la détermination du type à l'exécution avec un exemple. Donc ici, hop, je fais un petit copier-coller pour aller plus vite. On a ici une variable auquel on va affecter la valeur 555. Et puis on va regarder un peu quel est le type. Donc là je fais un print en affichant la valeur, et puis on va afficher le type avec type. Tout simplement, donc j'enregistre, j'exécute le code, et on voit qu'il me dit la variable test contient la valeur 555 effectivement, et est de type int, classe int. Rappelez-vous que tout est objet sous Python. Donc ici on a bien, il a déterminé de manière dynamique à l'exécution que cette variable était un type entier. Alors en Python, on peut également, si je duplique cette ligne, je vais lui réaffecter une autre valeur d'un type différent. Par exemple, je lui affecte ici hello, et on va regarder ce qui se passe. Eh bien, on s'aperçoit qu'ici, la valeur donc contient hello, et est de type str. Ici, à l'exécution, Python a réaffecté le type de cette valeur, de cette variable, et on a déduit que c'était une chaîne de caractères. Donc, on voit bien ici la grande souplesse que nous offre un langage dynamique, mais aussi les éventuels problèmes que cela peut engendrer. Donc effectivement, si un type inattendu est affecté, on ne va s'en rendre compte qu'au moment de l'exécution de manière assez violente. J'entends par là sous forme de bug. Prenons un exemple simple pour mettre en évidence ce mécanisme. Nous avons ici une fonction sum2numbers qui attend deux paramètres, num1 et num2, et qui va retourner tout simplement la somme de ces deux paramètres. Donc ici on va appeler cette fonction, on va lui passer le paramètre 5 et 5, et on va récupérer le résultat dans la variable result, et on va tout simplement ensuite la print pour voir le résultat. Donc si j'exécute ce script, eh bien j'ai bien un retour de valeur avec la valeur 10. Donc tout s'est bien passé. Par contre, imaginons qu'ici le développeur ait fait une erreur en indiquant le paramètre. Au lieu de passer 5, il a passé la string 5. Je reconnais que ici c'est une erreur un peu grossière, mais on pourrait, c'est vraiment un titre d'exemple, on pourrait imaginer une fonction plus complexe qui attend des objets, par exemple, de vos propres classes, où une erreur serait plus susceptible de s'immiscer. Ici, pour l'exemple, on a un cas trivial, j'allais dire. Donc, si on exécute ici avec un mauvais type de variable, on a bien compris qu'on essayait d'ajouter de nombres, et on avait vu avant que Python ne va pas permettre le mélange implicite de types de paramètres, donc on sait qu'ici on va avoir une erreur, mais c'est pour illustrer le mécanisme. Donc ici, effectivement, une erreur est levée, une exception est lancée, et de type type error, et effectivement Python nous dit qu'on ne peut que l'opérand plus ne peut pas supporter le mélange d'entiers et de strings. Donc on voit bien qu'ici, avec le dynamisme de Python, on va s'apercevoir de cette erreur qu'à l'exécution. Donc à contrario, dans des langages statiques, en Java par exemple, on aurait
préciser ici le type de l'argument attendu. En Java, on indiquerait qu'on attend un entier, par exemple ici, et qu'on retournerait un entier. On devrait préciser aussi l'heure de retour en Java. Mais de ce fait, à l'étape de compilation, le langage sait quels sont les types de paramètres attendus. Et dans la mesure où on va pas lui passer le bon type de paramètre, l'erreur va être détectée à la compilation et non à l'exécution. Pour pallier à cet inconvénient, Python a introduit à partir de la version 3.5 un mécanisme permettant d'ajouter des indications de type, les type hints en anglais. Donc les type hints reposent eux-mêmes sur le système des annotations introduit depuis la version 3 de Python. Les annotations étaient juste une syntaxe pour ajouter de l'information aux entrées et sorties des fonctions, ainsi qu'aux variables. Les type hints précisent cette syntaxe pour les rendre plus utiles. Mais on va voir tout de suite un exemple qui va rendre les choses tout de suite plus claires. Donc ici, bon, j'enlève la syntaxe que j'avais indiquée pour les langages statiques. Hop, je corrige aussi ici. 5, voilà. Donc on va voir d'abord ce qu'est une annotation. Alors une annotation, c'est juste indiquer une information dans une chaîne de caractères. Ici par exemple number 1. On va faire pareil pour num2. Number 2. Et on peut aussi indiquer un retour. On peut préciser de l'information pour un retour. On va dire ici, par exemple, return num1 plus num2. Alors, ces informations-là vont être stockées dans un attribut sous forme de dictionnaire en fait. Si on fait un petit print, cet attribut c'est un attribut de la fonction. Et en fait, il s'appelle annotation, tout simplement. Donc on va le printer pour voir à quoi ça ressemble. Donc si on exécute le code, donc bon, maintenant on a corrigé l'erreur, on n'a plus l'erreur, et on voit que effectivement les annotations sont stockées dans l'attribut qui s'appelle annotation et qui est un dictionnaire. Donc on retrouve bien les indications qu'on a données, number 1 et number 2 et le retour. Donc ça va permettre à des outils d'aller vérifier ces annotations, d'aller lire dynamiquement ce qui est stocké pour cette fonction, par exemple. Et les type hints, eux, vont être une syntaxe plus précise, qui vont permettre d'indiquer un type pour les variables et les retours de fonctions. Alors la syntaxe, elle est relativement simple. On va indiquer le nom de la variable, 2 points, et ensuite le type, tout simplement. Donc là, par exemple, pour num1, on va lui indiquer le type int. Pour un entier, on va faire la même chose pour num2, et on peut aussi indiquer donc un type pour le retour de la fonction. Donc ici la syntaxe c'est avec la flèche qu'on obtient avec le tiret et le signe supérieur, et ensuite on indique également le type. Donc là par exemple le retour ça sera aussi un entier. Alors à noter qu'il est possible d'indiquer une valeur par défaut. Donc effectivement on va le faire comme pour un paramètre standard, avec tout simplement égal et la valeur par défaut. Donc ici égale 0 par exemple. À noter que petite particularité, si vous connaissez la PEP8, la PEP8 c'est le standard pour le style guide, le guide de style de codage qui permet d'avoir des règles communes, histoire d'avoir un code partagé, un travail collaboratif plus efficace. Donc la PEP8, contrairement au paramètre standard de fonction, dans le paramètre de standard de fonction, si on affectait une valeur par défaut, le standard de la PEP8 c'est ça, num2 égale 0. Donc sans espace. Par contre effectivement ici, pour le
le type int, on va donc préciser le type, le égal et le 0, avec un espace entre le égal et la valeur affectée. Voilà, c'était un petit aparté sur la PEP8. Donc maintenant qu'on a indiqué des types pour nos paramètres et pour notre fonction, on va pouvoir constater que dans notre éditeur, donc ici PyCharm en l'occurrence, si on pointe notre curseur sur la fonction, eh bien PyCharm est capable, l'éditeur est capable de nous donner des informations sur la fonction, sur ses arguments. Donc ici on voit bien qu'on a paramètre num1 de type int, num2 de type int, et que la fonction nous retourne un entier. Donc c'est des informations importantes qui vont être précieuses. Et par exemple, si on tape la fonction, si on tape les paramètres, dès qu'on va ouvrir les parenthèses, on va avoir aussi ces indications dans une infobulle. Donc voilà, c'est ici, ça va nous aider. Si on revient, bien sûr, si on vient de créer la fonction, c'est facile, mais si on revient quelques semaines, voire quelques mois après, qu'on la réutilise, bon, ici c'est un cas simple, encore une fois, mais dans les cas plus complexes, ça peut être une aide précieuse d'avoir tout de suite ce type d'information. L'autre avantage, c'est que si, malgré ces informations, une erreur était amenée à être introduite, comme on l'avait vu dans l'exemple précédent, ici vous voyez que l'éditeur nous met directement en surbrillance. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe, et visuellement on le voit tout de suite, et si on met la souris sur la surbrillance, on voit qu'il nous dit qu'il attend un type entier, et qu'on obtient une chaîne de caractères à la place. Donc l'erreur est mise directement en surbrillance, on la retrouve de surcroît dans les warnings. On voit ici qu'on a un warning, si on clique dessus, on voit les différents warnings qui peuvent y avoir, et effectivement on voit l'erreur ici, qui nous dit qu'on attend un entier et qu'on obtient une chaîne de caractères. Donc si on clique dessus, on arrive directement sur la ligne en question. Donc ici c'est quand même une aide non négligeable qui va nous permettre de gagner du temps et d'éviter d'avoir à attendre l'exécution pour détecter l'erreur. Vous voyez bien l'avantage. Donc si vous avez un éditeur qui ne fait pas de vérification, qui n'est pas assez évolué pour faire cette vérification, ou si vous voulez renforcer ce comportement aussi, vous pouvez utiliser un outil externe qui s'appelle MyPy en l'occurrence. Alors il y en a d'autres, mais c'est le plus standard, le plus fréquemment utilisé. Donc c'est un module externe, donc il faut d'abord l'installer. Donc dans la console, vous tapez tout simplement, si vous avez l'habitude d'installer des modules, vous tapez pip install MyPy. Donc moi vous pouvez l'installer si vous avez un environnement virtuel dans votre environnement virtuel. Ici moi MyPy je l'ai installé comme je l'utilise un peu partout, je l'ai installé en global. Donc on fait pip install MyPy et entrée. Donc bien sûr je l'ai déjà installé, donc il me dit que j'ai déjà tout, et une fois que vous l'avez installé, vous pouvez l'utiliser d'une façon assez simple, c'est que vous allez taper, alors vous allez taper python-m, vous pouvez sinon taper MyPy direct, ça marche aussi, MyPy, et le nom du fichier que vous voulez vérifier, ou le dossier, ça marche aussi sur un ensemble de fichiers, donc là en l'occurrence c'est main.py, et on fait entrer. Et on voit, il va faire cette vérification de type également, et on voit qu'il a trouvé également, qu'il trouve l'erreur, tout comme l'éditeur. Il nous dit précisément l'erreur dans la fonction. Il a détecté des types incompatibles str, alors qu'un entier était attendu. On peut directement cliquer sur le lien en plus, et encore une fois, on arrive directement sur l'erreur en question. Et si on la corrige, ici, j'enregistre, je réexécute MyPy, et que je vois maintenant que tout est vert, tout est clair. Donc ici, avec très peu d'informations, on a rajouté un peu de la... on a vraiment rajouté de la qualité au code, c'est-à-dire qu'on va éviter, encore une fois, d'avoir ces erreurs qui explosent à l'exécution. À noter que MyPy va vérifier uniquement ce qui est annoté, là où vous avez indiqué des type int. Donc par exemple ici, si on supprimait l'annotation de notre paramètre numéro 2, et qu'on réintroduisait l'erreur qu'on avait auparavant,
j'enregistre. Si on exécute MyPy, ici, eh bien il me dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. De manière assez logique, on ne lui a pas donné d'annotation, donc il ne fait pas de contrôle à ce niveau-là. Donc bon, je vais pas vous faire un cours complet sur MyPy, donc qui est un outil très complet, hein, sur lequel on pourrait passer pas mal de temps, mais je vous invite à consulter la documentation, où vous trouverez un tas d'exemples sur tous les typages et les options possibles. Donc n'hésitez pas dans votre moteur de recherche favori à taper MyPy, et vous allez trouver dans le premier lien le lien sur MyPy, et vous cliquez sur la documentation, et vous aurez un tas d'exemples, et vous pourrez vous en inspirer. Donc de la même manière, je ne vais pas vous faire un cours exhaustif sur les type hints, car on pourrait y passer des heures, mais je vais vous montrer les principaux types qu'on peut utiliser et qui devraient couvrir les 80% de vos besoins. Donc bon, j'annule ici les modifications. Donc les principaux types. Alors ce qu'on a vu, je vous avais parlé, on a vu déjà comment annoter des paramètres de fonction ainsi que les retours de fonction. Donc on peut aussi annoter des variables. Hein. Tout ce que je vais vous dire là, finalement, fonctionne pour les variables ou pour les paramètres de fonction. Donc on peut utiliser tous les types standards simples, hein, les built-in types de Python, que sont les entiers, les floats, les booléens, les strings et les bytes. Donc je vais vous coller ici un exemple. Donc effectivement ici on a un entier. Alors la syntaxe est toujours la même, hein, le nom de la variable, deux points, le type, et ensuite on peut l'initialiser directement avec la valeur. Donc ça marche pour les entiers, pour les floats, les booléens, les strings et les bytes. Alors remarquez qu'on peut annoter une variable sans l'initialiser. Par exemple, dans le code suivant, on a une variable child qu'on voudrait pouvoir affecter en fonction de l'âge. Donc on va d'abord la noter, indiquer que c'est un type booléen, et ensuite on va tester, en fonction de la variable âge, on lui affectera vrai ou faux. On peut également indiquer un type pour toutes les collections. Donc les listes, hein, les sets, les dictionnaires, les tuples. Prenons quelques exemples. Donc pour typer une liste, par exemple, on va tout simplement indiquer le type liste, et on va pouvoir préciser entre crochets le type attendu. Donc là, en l'occurrence, on aurait une liste de strings. On indique tout simplement str. On peut également donc faire la même chose pour les sets. Donc là on a un set d'entier, donc on va préciser set int. De la même façon on peut indiquer un type pour les dictionnaires. Alors ici la particularité du dictionnaire, c'est qu'on va indiquer effectivement un type pour la clé et pour la valeur, de la façon suivante. On pourrait avoir l'inverse, hein, ou les deux, str, str. On peut également donc typer les tuples. Donc ici on indique que pour les tuples à taille fixe, on va indiquer un type pour chaque élément. Là par exemple on a un type contenant une chaîne de caractères et un float. Par contre pour les types à taille variable, on va utiliser la syntaxe suivante, le type, et on va utiliser l'ellipse ici pour indiquer avec les trois petits points que le tuple est à taille variable. Alors ça, c'est valable en Python 3.9. La particularité, c'est que si vous êtes dans une version inférieure à la 3.9, vous allez devoir utiliser la même notation, mais alors premièrement, il faudra importer la collection du module typing. Donc ici, from typing, import list.
on fait la même chose, c'est exactement la même chose pour les sets, les dictionnaires, etc. Et tout simplement, on va le mettre de manière capitalisée. Donc, avec une majuscule en première lettre. Voilà, c'est la seule différence. Donc, pour un set, ça sera la même chose. Et etc. Pour toutes les collections, c'est la même chose. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes dans la version inférieure à la 3.9. À partir de la 3.9, les types ont été mis dans la librairie standard, dans les built-in types, et du coup, on n'a plus à l'importer. Alors, petite particularité, si on a une collection avec différents types, on peut préciser, alors il y a le mot-clé any qui permet de préciser ça, mais c'est pas, alors là, il faut l'importer, il n'est pas dans la librairie standard, il faut l'importer du module typing, tout simplement, et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là, on précise qu'on a une liste avec des variables de type différents. Donc effectivement, ici, on a bien un entier, une chaîne de caractères, un float et un booléen. Alors any, on peut l'utiliser pour n'importe quelle variable, hein, on l'a précisé dans le type de la collection, mais si vous avez une variable comme ici, j'ai une variable x et je ne sais pas trop de quel type elle va être, parce que c'est trop compliqué, par exemple elle va être déterminée de manière dynamique, donc ici je peux indiquer qu'elle pourra accepter n'importe quel type de variable. Vous voyez, l'infobule vous explique clairement que tout any est compatible avec tous les types. Alors une autre syntaxe intéressante à voir, c'est celle qui permet d'indiquer plusieurs types. Donc effectivement, par exemple dans notre fonction sum2numbers, on a indiqué ici pour les paramètres un type entier, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on veuille additionner des entiers ou des floats ou des décimaux. Donc notre fonction, rien ne l'empêche, ici on n'a rien à changer, Python est capable d'additionner des entiers et des décimaux. Donc ici, on va utiliser en fait la syntaxe union qui permet d'indiquer plusieurs types. Donc union n'est pas en standard dans le built-in, il va falloir l'importer. Donc comme ça vient du module typing également, hein, donc on va tout simplement le rajouter, on va l'importer de typing, et puis on va pouvoir maintenant l'utiliser. Donc à la place d'entier, ici je vais indiquer que je veux une union de types, en quelque sorte, et entre crochets je vais préciser les types qui sont autorisés. Donc ici je vais vouloir de l'entier et du float. Je vais pouvoir faire la même chose pour le paramètre numéro 2, ici, et de la même façon, maintenant on va retourner ou un entier ou un float. Donc ici, je vais pouvoir préciser dans le retour que il sera de type int ou float. Donc si j'exécute MyPy, hop, ça mouline, et voilà, là, ça fonctionne. Et si effectivement, bon, forcément on avait toujours 5 et 5, mais si si on exécute avec un décimal, désormais, 4.5 et 5.5 par exemple, est-ce que ça lui convient? Ça lui convient. Il n'y a pas de souci. Alors, autre chose intéressante à voir, c'est éventuellement cette syntaxe. Bon, ici ça va, on a 2 paramètres, mais on pourrait avoir des choses encore plus compliquées. On pourrait imaginer qu'on ait des tuples de plusieurs éléments et éventuellement des listes de tuples. Donc on peut avoir des syntaxes un petit peu compliquées. Et pour ça, on peut simplifier cela avec des alias. Alors un alias, ça va permettre de tout simplement donner un nom à un type. Par exemple, ici, union de int et de float, on pourrait appeler ça un number, par exemple,
et tout simplement on va lui affecter le type. Donc ici on va faire number égale union de int et de float, et maintenant ce type, je vais pouvoir, en fait ça crée un nouveau type, et on va pouvoir l'utiliser en place et lieu de ce qu'on avait. Donc ici on pourrait mettre number, idem ici, et pareil pour le type de retour. J'enregistre, si j'exécute MyPy, effectivement il n'y a pas de souci. Donc on voit qu'on a une syntaxe nous permettant de simplifier et de clarifier les choses. On a vu beaucoup d'exemples de type ints avec des types de la librairie standard, mais on peut également utiliser ses propres classes comme type ints. Donc par exemple, je colle un peu de code où j'ai défini ici une classe que j'ai appelée myClass tout simplement, et qui est vide, qui fait rien du tout, c'est pour ça que j'ai mis pass. Et puis à partir de là, je vais pouvoir définir une variable de type myClass. Donc là, la syntaxe elle est absolument identique aux autres typages, c'est qu'on va indiquer 2 points et le type de la classe, donc ici myClass, et ici je l'instancie. Alors, tout ce qu'on a vu précédemment, on peut, même à l'intérieur même de vos propres classes, l'utiliser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un typage, des type ints pour vos instances de classe, pour vos variables d'instance, pour vos variables de classe, ainsi que pour vos méthodes de classe. Et donc ensuite, vous allez également, votre classe va pouvoir être utilisée elle-même comme type. Que ce soit pour une variable ou que ce soit pour tout simplement comme paramètre de fonction. Si par exemple je voulais l'utiliser comme paramètre de fonction, je pourrais très bien le faire. Je déclare ici un objet de type myClass. Voilà, c'est tout à fait faisable. Et finalement, on peut dire que les type ints acceptables sont quasiment infinis, car on peut utiliser toutes les classes de la librairie standard de Python, y compris les extensions de modules tierces. On peut utiliser les classes de base abstraites, les types compris dans le module type, et enfin, comme nous venons de le voir, toutes les classes définies par l'utilisateur. Donc par l'utilisateur, il faut comprendre par le développeur, que ce soit vous ou un autre développeur. Donc on voit finalement que l'on dispose pour les type ints d'une gamme vraiment très étendue. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler des points faibles et des points forts, et je vous donnerai quelques liens utiles. Alors les points faibles du type checking, on peut dire qu'on doit écrire un peu plus de code. Alors c'est des points faibles, vous allez voir, qui sont à relativiser, parce que c'est quand même pas la mer à boire la plupart du temps. C'est ce qu'on dit comme point négatif, mais bon, ils sont vraiment quand même à minorer. Donc effectivement, parce que par exemple, écrire un peu plus de code, on voit que souvent c'est très très court, on tape les 2 points et le type et c'est réglé. Donc bon, c'est pas encore une fois un énorme travail supplémentaire. Ensuite, on peut arguer que ça fonctionne mieux dans les versions récentes de Python. Donc effectivement, on a vu que certains exemples où dans la 3.9, un certain nombre de types étaient déjà inclus. Si vous avez une version antérieure, il faudra les importer du module typing. Donc effectivement, c'est plus facile avec les versions les plus récentes. Et puis enfin, on pourrait dire que ça peut prendre un peu plus de temps au lancement de Python, à cause justement de l'import du module typing, mais c'est lié au point précédent. Plus vous allez être dans une version récente, notamment la 3.9, et moins vous aurez ce genre de problème. Et quand même vous devez importer quelques classes de typing, très sincèrement, c'est vraiment ici, il s'agit ici vraiment de quelques millisecondes. Après avoir vu les quelques petits points faibles, on va voir les points forts. Donc les type ints vont nous aider à intercepter certaines erreurs. Donc comme nous l'avons vu, ça va permettre d'éviter d'avoir des bugs à l'exécution. Ça va aussi nous aider à documenter notre code. Donc effectivement, vous connaissez peut-être les docstrings, on peut documenter son code avec les docstrings. Et effectivement là, on va déjà
en indiquant les différents types, gagner du temps sur les commentaires qu'on pourrait mettre dans les docstrings. Effectivement, on n'aura plus à répéter ce type, donc ça va nous faire gagner du temps. Les docstrings à ce moment-là vont nous aider à ajouter des informations complémentaires. Ça va aussi nous aider à améliorer l'éditeur de code, comme nous l'avons vu. Ça va nous permettre, l'éditeur de code PyCharm par exemple, va se servir des indications de type pour directement détecter des erreurs et nous les mettre éventuellement en surbrillance ou en warning. Donc ici on a un gain important. En plus on va, par exemple, quand on a indiqué un type string, pouvoir accéder avec la complétion à toutes les méthodes du string. Donc c'est un avantage non négligeable. Et puis on va également pouvoir construire et maintenir une architecture plus propre. Donc effectivement on va réfléchir davantage au type et aux sous-types, donc qui va nous amener à avoir une meilleure conception. Donc en conclusion, on peut dire que les avantages des indications de type vont compenser très largement les quelques désagréments que ceci pourrait présenter. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous ai mis quelques liens. Je vous ai déjà parlé de la documentation de MyPy, que je vous invite à consulter. Vous avez également la PEP 483 et la PEP 484. Donc je vous ai parlé des PEP, les propositions d'amélioration de Python. Donc la 483 c'est sur la théorie et la 484 c'est sur toutes les spécifications. Donc avec ces documents vous aurez vraiment une vue assez complète des type hints. Il y a un très bon guide sur le site RealPython. Je pense que vous connaissez ce site si vous faites du Python, c'est vraiment un incontournable. Alors c'est en anglais, mais il y a certaines parties payantes, mais il y a beaucoup de contenu gratuit, donc je vous ai mis le lien exactement là. Il s'appelle Python Type Checking, un guide complet, notamment sur le type checking statique, mais aussi ils évoquent la partie dynamique. Alors sur la partie dynamique, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Fast API Parameters, et où je parle déjà du dynamic type checking avec Pydantic. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la consulter. Pour conclure, j'ajouterai que le mécanisme d'indication de type dans les langages dynamiques est quelque chose que l'on rencontre de plus en plus souvent. Par exemple, en PHP maintenant, on peut ajouter des déclarations de type aux arguments de fonction, aux valeurs de retour et aux propriétés des classes, je crois depuis la version 7.4. Ou encore à JavaScript, qui possède son surensemble avec TypeScript, donc qui permet de tout typer. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu sur l'intérêt du type checking, et je vous dis à très bientôt.